asphyxié car piégé dans les décombres. Voilà, 8 morts donc à Haïfa, à Petah Tikva, à Bnei Brak. C'est le bilan très lourd de cette dernière salve de missiles. Avec moi en plateau pour en parler, Yonatan Keller. Bonjour Yonatan Keller, vous avez été officier du renseignement militaire israélien. Shani Gedalia, bonjour à vous. Maurice Ifergan est là également. Yonatan Keller, je vais commencer par vous poser la question qu'on a tous à l'esprit. Les images qu'on a vues, ce sont véritablement des images de dévastation. Faut remonter très loin, je crois, dans l'histoire d'Israël, pour trouver quelque chose d'équivalent. Peut-être d'ailleurs que c'est inédit dans l'histoire du pays. Qu'est-ce qui a fait la différence par rapport aux précédentes vagues de tirs de missiles venus du Hezbollah, venus du Hamas? C'est la charge explosive, tout simplement, qui est assemblée sur les missiles que les Iraniens lancent régulièrement, quotidiennement sur Israël. Alors tout à fait, c'est forcément dévastateur, mais c'est pas nécessairement surprenant. C'est-à-dire que nous savions à la fois la quantité de missiles, leur sophistication, et puis nous connaissions aussi le fait que, du moins en quelques pourcents, ces missiles sont capables de passer à travers les systèmes antimissiles. Comme vous l'avez dit, la défense antiaérienne a toujours ce taux très impressionnant de réussite. 90%, je crois, des missiles lancés sont interceptés. Tout à fait, mais ça reste quelques pourcents qui malheureusement sont capables de passer à travers. Et puis comme vous l'avez dit, la charge explosive est relativement conséquente. On parle jusqu'à présent de charges entre 250 et 500 kilos d'explosifs. Il faut dire qu'il y a en Iran des missiles de type Pro-Machar qui peuvent contenir jusqu'à 1 tonne d'explosifs dont on n'a pas encore fait usage. C'est plutôt inquiétant. Ce que vous nous dites, d'ailleurs, ça m'emmène à cette question un peu délicate, mais qui est inévitable. Les experts militaires, lorsque le gouvernement israélien a pris la décision de lancer cette offensive, les experts militaires leur ont donné aux décideurs des estimations quant au nombre éventuel de victimes à l'arrière, donc de victimes civiles qu'une confrontation directe avec l'Iran pourrait occasionner. Et il était question, et ça fait froid dans le dos tout de même, une fourchette allant de 800 à 4000 victimes civiles. Est-ce que cela vous paraît correspondre malheureusement à ce qui nous attend ? Alors, il y a peut-être une surestimation de ce chiffre. Jusqu'à présent, encore une fois, ces missiles sont dévastateurs et ils arrivent malheureusement à créer chaque nuit quelques victimes du côté israélien, mais on est encore très loin de ce chiffre. Donc, je pense qu'on a été vers des estimations les plus pessimistes. Merci Yonatan Keller, je vais revenir vers vous un petit peu plus tard. Ça m'amène d'ailleurs, Shani Gedalia, à ce qui est en train de se passer en Iran, parce que manifestement l'un des acquis de l'armée israélienne, c'est qu'elle est parvenue à détruire une grande partie des rampes de lancement qui sont utilisées par l'armée iranienne précisément pour tirer ces missiles vers le territoire israélien. Exactement, Dror. Donc l'Iran a perdu à l'heure actuelle 1/3 de ses armes et il y a des sites stratégiques qui continuent d'être visés. À l'heure où je vous parle, il y a une nouvelle vague de frappes qui est en train de se produire avec des dizaines de cibles qui sont visées. En Iran, on n'a pas encore la zone dans laquelle ils sont visés. Pour ce qui est des frappes qui ont été menées cette nuit, tout d'abord dans la région d'Ispahan, qui est dans le centre du pays, l'armée de l'air a frappé plus de 100 cibles, des sites de stockage des missiles, des lanceurs de missiles sol-sol qui étaient prêts à être tirés sur Israël. Et puis dans le sud de Téhéran, il y a des dizaines de cibles, cette fois des gardiens de la révolution, qui ont été visés, y compris des centres de commandement et plus de 20 missiles sol-sol qui ont été détruits quelques minutes avant qu'ils soient tirés sur Israël. Ça, c'est pour les frappes qui ont été menées en Iran. Il faut aussi préciser, c'est une information importante, que Israël dispose maintenant d'un contrôle aérien opérationnel total au-dessus de l'Iran. C'est donc une maîtrise totale du ciel. Concrètement, ça veut dire qu'au moment des frappes, l'armée de l'air a pu entrer dans l'espace aérien iranien, y opérer sans être détecté et ensuite mener ces frappes. Et enfin, une dernière information, il faut souligner aussi le rôle de la marine israélienne dans ces opérations, puisque pour la première fois, le système d'interception qui s'appelle Barak Magen de la marine israélienne a pu être utilisé de façon opérationnelle et a pu intercepter plus de 8 drones seulement au cours de cette nuit. Merci Shani Gedalia. Effectivement, ce n'est pas seulement les missiles qui constituent une menace pour le territoire israélien, mais également les drones. Maurice Ifergan, ces succès de l'armée israélienne en Iran renforcent bien évidemment ce consensus en Israël qui est très présent dans la classe politique autour de cette opération. À ce stade, en tout cas, c'est l'unanimité derrière le gouvernement
Absolument, un consensus qui a été très fragile pendant pratiquement 1 an et demi. Et aujourd'hui, au lancement de cette opération contre la menace iranienne, on se rend compte qu'il y a pratiquement un consensus total de l'extrême droite à l'extrême gauche pour justifier et soutenir l'opération militaire contre les sites iraniens, les sites nucléaires iraniens. J'en peux pour preuve, j'ai entendu tout à l'heure une interview de Yair Lapid, le chef de l'opposition, qui soutient totalement la décision du Premier ministre de lancer l'opération maintenant, vu qu'on sait que la situation géopolitique dans la région est favorable. J'ai entendu aussi Yair Golan, le chef du Parti des démocrates, qui considère que c'était le bon moment puisqu'il n'y a plus de proxys qui peuvent gêner les opérations israéliennes. Le Hezbollah n'est plus du tout actif, le Hamas a perdu ses capacités et la Syrie est tombée. Donc de ce point de vue, du point de vue de Yair Golan, si on s'en prend uniquement sur les questions sécuritaires, le moment était bien choisi et il demande au gouvernement d'aller jusqu'au bout. Je ne parle pas bien entendu d'Avigdor Lieberman qui depuis longtemps réclame une opération israélienne contre les objectifs nucléaires iraniens. Aujourd'hui, Avigdor Lieberman est pratiquement sur la même ligne que le gouvernement, estimant qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'attaquer l'Iran. Merci beaucoup Maurice Ifergan. On prend la direction maintenant de la ville de Petah Tikva. C'est l'une des localités israéliennes les plus densément peuplées. Elle se situe à l'est, au nord-est de Tel Aviv. Christopher Barolin, vous y êtes. Dans cette ville de Petah Tikva, 4 personnes ont trouvé la mort la nuit dernière. Oui, vous l'avez dit, Petah Tikva est une ville très densément peuplée. On est sur une ville de 255 000 habitants. Si on compare à la France, Petah Tikva, c'est une ville similaire à Bordeaux. Et vous allez le voir sur ces images d'Eran Dayan, ce bâtiment a été touché de plein fouet hier soir durant la nuit. C'était aux alentours de 4 heures du matin. L'un des 40 missiles tirés par l'Iran sur Israël a touché de plein fouet ce bâtiment. Les pièces que vous voyez sont les pièces sécurisées. Donc parmi les 4 personnes tuées, 2 étaient à l'intérieur de cette pièce sécurisée. Quand on voit les dégâts, évidemment, l'explosion de ce missile n'a laissé aucune chance à ces habitants qui s'étaient réfugiés au moment des alertes à l'intérieur de ce qu'on appelle ici le Mamad. 2 autres des victimes étaient à l'extérieur de ce Mamad et ont été tués. Mais la défense civile israélienne rappelle qu'il est primordial, qu'il est absolument important de se diriger vers ces abris sécurisés, comme le prouvent aussi des témoignages de voisins de ces appartements qui étaient dans les abris sécurisés. Quand ils ont quitté ces abris sécurisés, ils ont vu leur appartement dévasté, mais eux s'en sont sortis indemnes. Le Pikoud HaOref rappelle que ces abris sécurisés sont là pour protéger des éventuelles retombées de débris, des souffles d'explosion, mais pas des impacts directs, directs qui restent assez rares. 5 à 10% des missiles iraniens depuis vendredi touchent directement des bâtiments, et donc c'est pour cela qu'il est encore primordial, on le répétera jamais assez, de se diriger vers ces abris sécurisés. L'explosion de ce missile a ravagé plusieurs appartements autour. On voit des vitres soufflées à 300-400 mètres à la ronde. Plusieurs personnalités se sont évidemment rendues sur place. D'abord le maire de la ville qui a présenté ses condoléances aux habitants. Il a notamment indiqué que les personnes qui habitaient autour de ces bâtiments sont actuellement hébergés dans des centres municipaux. Ils vont ensuite être relogés. Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, est également venu sur place. Lui aussi a présenté ses condoléances aux habitants et a salué les opérations de Tsahal en Iran. Il reconnaît qu'il y a en effet des pertes douloureuses, comme c'est le cas ici à Petah Tikva, mais selon le ministre israélien, la situation aurait été bien pire avec un Iran nucléaire. Et donc vous le voyez derrière moi, c'est dégâts impressionnants. 4 personnes tuées donc dans cette attaque iranienne contre une zone résidentielle ici en Israël. Christopher Barolin depuis Petah Tikva, merci beaucoup. Et Christopher, vous nous le disiez, la défense passive ne cesse de répéter aux citoyens israéliens, il faut absolument que lorsque la sirène retentit, l'alerte qui avertit les Israéliens de l'imminence de l'arrivée de missiles, eh bien, on doit gagner les espaces protégés ou les abris. Et regardez ces images, elles sont très parlantes. Vous allez y voir, c'est très frappant, le contraste entre ce que l'on appelle le mamad en hébreu, à savoir la chambre protégée, et le reste des pièces d'un appartement qui a été touché de plein fouet par un missile. Regardez.
בחלון מנופץ. Voilà, Jonathan Keller, ce sont des images qui parlent d'elles-mêmes. La pièce sécurisée est relativement épargnée. Les autres pièces de cet appartement sont absolument dévastées. Pourtant, d'après ce que nous a dit Christopher Barolin, parmi les victimes à Petah Tikva et je crois également à Bat Yam, certaines personnes ont obéi aux consignes et ont trouvé la mort alors qu'elles se trouvaient dans ces fameuses pièces sécurisées. Comment vous expliquez ce paradoxe? Alors, par un presque manque de chance, d'après ce qu'on sait de ce qui s'est passé à Petah Tikva, le missile aurait vraiment frappé de plein fouet le mur adjacent en fait entre deux mamadim, entre deux chambres renforcées, et donc malheureusement les gens qui s'y trouvaient avaient peu de chance de survivre. Ça ne signifie pas que les consignes de la défense passive n'aient pas de valeur, il faut les respecter. Dans les cas, évidemment, si l'on se trouve à l'intérieur d'un mamad ou d'un abri, qu'il soit un abri de l'immeuble ou un abri public, en général, on est protégé de la frappe d'un missile. Maurice Ifferman. Oui, moi je voudrais réagir à ces consignes de sécurité données par la défense passive et surtout aux estimations effrayantes que vous avez citées tout à l'heure. Je veux dire, on entend au sein des autorités, que ce soit le chef du gouvernement, le ministre de la Défense, le chef d'état-major et puis tous les officiers de l'armée, on entend cet appel récurrent à respecter les consignes de sécurité et à la lettre. Je veux dire qu'il me semble que la direction de ce pays a bien compris une chose, que si le bilan est trop élevé, ça veut dire que si le public ne respecte pas les consignes de sécurité, il sera difficile de poursuivre les opérations telles qu'elles ont été prévues, parce que c'est pas évident que le public israélien finalement accepte les estimations qui ont été fixées. Je veux dire, à un moment donné, il faudra bien prendre des décisions. Donc pour le gouvernement, il est extrêmement urgent et indispensable que le public respecte à la lettre les consignes de sécurité de manière à préserver leur vie, mais aussi à pouvoir continuer cette opération, parce que c'est le but des consignes. Alors justement, parce que cette opération elle commence à coûter très cher à Israël en vie humaine, la vie économique du pays est totalement paralysée. Vous savez, les cafés, les restaurants, la plupart des commerces sont fermés. L'espace aérien également est totalement fermé. Jonathan Keller, c'est une question qu'on vous a sans doute posée déjà un bon nombre de fois. Jusqu'à quand? À partir de quand? De quel moment ou de quel degré dans la réussite militaire Israël pourra estimer qu'il est parvenu à ses objectifs? D'ailleurs, ils ne sont pas véritablement clairement définis, ces objectifs, et donc mettre un terme aux hostilités. Non, je pense que l'objectif est clairement défini. Il est d'atteindre de façon significative. Oui, ça veut dire quoi atteindre de façon significative? À partir de quand on peut dire voilà, on a atteint d'une façon significative? Parce que peut-être que c'est le cas dès maintenant. Alors, je ne pense pas que ce soit le cas dès maintenant. Si vous regardez par exemple la carte des sites nucléaires iraniens, il y a des sites qui n'ont pas été touchés ou peu été touchés. Nous sommes dans une stratégie en fait, ce qu'on appelle d'épluchement, de kilouf en hébreu, c'est-à-dire où couche après couche, on attaque et on réattaque et on réattaque les mêmes sites, histoire vraiment d'atteindre la capacité iranienne à restaurer leur infrastructure nucléaire. Est-ce que l'armée israélienne peut le faire sans ces fameuses bombes perforantes dont elle ne dispose pas? Alors c'est une très bonne question. En effet, les bombes perforantes qui sont aux mains des Américains pourraient régler la situation et régler le problème en une fois. En manquant de ces bombes, on va devoir encore une fois continuer cette politique d'épluchement. Ça peut durer encore très longtemps, donc. Ça peut encore durer longtemps. Et puis il y a deux faces à cette pièce. Il faut regarder aussi la politique iranienne. Pour l'instant, les Iraniens ne m'ont pas l'air empressés d'en finir. Comme je vous le disais, ils ont une économie de bombes, une économie d'armement. Quand vous regardez par exemple les salves de missiles, pour l'instant on est en une moyenne de 43 à 44 missiles par salve. C'est très peu comparé à ce que les Iraniens auraient pu faire. Donc ils réservent des quantités importantes de missiles pour... Tout à fait. D'ailleurs, par exemple, les missiles de croisière, qui sont des missiles peut-être plus lents, mais avec des meilleurs systèmes de navigation et une meilleure capacité d'évader ces systèmes de détection, n'ont toujours pas été utilisés. Cela veut dire que les Iraniens réservent leurs armes stratégiques, ou considérées comme stratégiques, pour des phases additionnelles dans cette guerre. Shani Guidela.
Oui, je voudrais réagir justement à ce qui a été dit sur le programme nucléaire, parce que c'est vrai qu'on parle toujours d'un ralentissement, mais on ne sait pas concrètement ce qui a été mené. On parle déjà d'élimination d'au moins 14 scientifiques clés qui étaient responsables de phases critiques dans ce qui est l'enrichissement de l'uranium et le développement de l'arme nucléaire. Il y a des dommages lourds qui ont été causés, notamment principalement aussi de Natanz, et ça c'est depuis vendredi. Il y a également des frappes à Ispahan qui ont ciblé des bâtiments centraux qui étaient utilisés, 4 bâtiments qui étaient utilisés pour enrichir de l'uranium. Là, ce qu'il reste à faire, c'est justement ce que Jonathan disait, c'est qu'il y a le site souterrain le plus complexe, c'est celui de Fordo, qui est toujours actif, plus ou moins, près de Com, qui sert à enrichir de l'uranium. Complexe parce qu'il est enfoui à plus de 100 mètres sous terre. Donc tant qu'on n'a pas ces bombes perforantes, eh bien, il y a toujours cette menace nucléaire qui est active. C'est vrai qu'il y a un ralentissement, mais la menace nucléaire, elle est toujours présente. C'est-à-dire que le site de Fordo peut continuer à enrichir de l'uranium de 60% et passer rapidement à 90%. Donc la menace nucléaire, elle est toujours présente, même si c'est vrai, il y a eu un ralentissement assez important de ce programme nucléaire. Merci Chani Guidalia. On prend maintenant la direction de Tel Aviv, le centre-ville de Tel Aviv, qui lui aussi a été ciblé par les missiles lancés depuis le régime des Mollahs. On y retrouve Loïc Stecher-Chokron dans ce centre-ville de Tel Aviv. Loïc, bonjour. Il n'y a pas eu de décès à Tel Aviv, mais les dégâts sont considérables. Effectivement, pas de décès, mais 30 blessés néanmoins à déplorer pour cette nouvelle attaque iranienne de la nuit dernière ici en plein cœur de la ville blanche de Tel Aviv, ici sur cette place, sur cette route très passante. Maya Korod va vous montrer ce qui s'est passé ici, près de l'arbre. Je ne sais pas si vous voyez un arbre, l'un des 2 arbres ici que vous voyez. Le missile s'est écrasé à ce moment-là, à cet endroit-là précisément cette nuit. Vous voyez également les bâtiments tout autour. Les dégâts sont absolument considérables. J'ai eu vent d'un écho tout à l'heure. Quelqu'un habitait au 2e étage, il n'était pas là, m'a-t-on signalé. Il s'était déplacé du côté de Netanya pour fuir les bombardements de Tel Aviv. Bien lui en a pris évidemment, puisque cet immeuble, son appartement est totalement invivable à l'heure où l'on se parle. Il y a des risques d'éboulement et également c'est pour ça que le quartier a été entièrement bouclé. Tout un périmètre de sécurité une nouvelle fois a été mise en place ici. Ce sont absolument des dizaines, littéralement des dizaines de bâtiments qui ont été touchés, et notamment ce bâtiment. Les Français qui habitent à Tel Aviv le connaissent sans doute, du moins le reconnaissent, puisque c'est ce bâtiment dans lequel qui abrite plutôt le consulat de France. Ce n'est pas au premier étage, c'est aux étages supérieurs. Le consulat de France a été touché, le bâtiment également a été littéralement soufflé, du moins les 3-4 premiers étages également. Ce sont tous les commerces également autour qui ont également été impactés. Il y a plusieurs commerces qui commencent vers là-bas sur la rue Ben Yehuda, qui commencent évidemment à déblayer ce qui reste de leur commerce. On a un commerce à côté, un café qui a rouvert également dès aujourd'hui. Voilà ce que l'on peut dire pour la situation actuellement. Merci beaucoup Loïc Stecher-Chokron. J'aimerais, Jonathan Geller, que l'on revienne sur ce dont on parlait auparavant, à savoir l'objectif de l'opération menée par Israël en Iran. Sur l'aspect du programme nucléaire, il y a également un autre aspect dont on parle moins, mais qui est tout aussi important, c'est l'aspect balistique. Mais justement, ces deux aspects sont liés. Et parmi les scientifiques qui ont été éliminés par l'armée israélienne et dont Chani nous parlait il y a un instant, se trouvent des spécialistes qui travaillaient justement, je crois, sur les techniques d'assemblage d'ogives nucléaires sur des missiles de longue portée. Est-ce que, si effectivement ces scientifiques ont été tués, est-ce que cela signifie que véritablement le programme nucléaire et balistique de l'Iran a subi un coup, pas fatal, mais qui impliquerait
un retard dans le développement vers l'acquisition de capacités nucléaires offensives? Alors, tout à fait, retard il y a à partir du moment où vous êtes capable d'atteindre des scientifiques et des infrastructures. Retard il y a. La question est de savoir de combien de retard. Je pense que même du côté israélien, on ne s'imagine pas créer un retard sur des dizaines d'années. On parle plutôt de longs mois, voire de quelques années de retard. C'est plus ou moins l'objectif. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a de fait en Iran deux programmes nucléaires différents. Il y a le programme ouvert, qui est contrôlé d'ailleurs par l'AIEA, dont les sites d'enrichissement, par exemple, de Natanz et de Fordo, qui ouvertement, du moins, est censé contribuer à un programme nucléaire civil. Et puis, il y a un programme caché, classifié, sous l'égide du ministère de la Défense, qui a eu plusieurs noms au fur et à mesure du temps, et dont le Premier ministre a dit il y a quelques jours qu'il venait de se faire renouveler. Donc, c'était une des raisons pour lesquelles Israël avait aujourd'hui décidé de lancer cette opération. Mais obtenir un retard de quelques années seulement, même si l'opération est réussie, c'est ce qui va se passer, hein, un retard de quelques années seulement du programme nucléaire, puisque il y a fort à parier que les Iraniens n'auront qu'une envie, c'est de reprendre ce programme. Alors donc finalement, ça sert à quoi? Alors tout à fait, c'est une course contre le temps. Je pense que du côté israélien, on a pu penser qu'on était vraiment à la 90e minute, pour employer une analogie du monde du football, et qu'on n'avait pas le choix, et que attendre un peu, on risquerait de voir les Iraniens vraiment produire une bombe nucléaire. En dehors de ça que les circonstances nous étaient favorables, le Hezbollah était affaibli, y compris les autres proxys iraniens. Mais effectivement, c'est une course contre le temps. À mon avis, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, on va se remettre à discuter de négociations avec l'Iran. J'ai presque envie de dire que, contrairement à la phrase de Clausewitz, comme quoi la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, c'est un peu l'inverse. C'est la diplomatie qui va être la continuation de la guerre par d'autres moyens. Merci beaucoup, Nathan Keller. On vous retrouve, ainsi que Chani Guidalia et Maurice Sifagan, dans la seconde partie de cette édition spéciale qui reprendra dans quelques secondes. Merci à vous.